Dans le chapitre précédent, on a parlé surtout des formations. Les formations qui sont des unités, des paquets de couches relativement homogènes et qui sont employées pour la cartographie géologique. Alors on va parler dans ce chapitre-ci d'unités plus générales qui sont des unités temporelles cette fois. En effet, à échelle plus vaste, les formations ne peuvent pas être utilisées pour la stratigraphie, pour la cartographie, car leur extension latérale est limitée. C'est évident puisque un certain type de roche correspond à un certain milieu, un certain paléopaysage, et que ces milieux changent latéralement à la surface de la Terre. Une formation est donc limitée latéralement. Si on cherche, comme ici, à faire une carte à l'échelle de la France, ou de la Belgique, ou de l'Europe, ou même du monde, on ne peut donc pas utiliser de formation. Alors, ce qu'on va employer, ce sont des unités qui représentent un certain temps, comme les séries, les systèmes, les ères, les éonotèmes. Ces unités qui représentent un certain temps, un paquet de couches qui a une signification temporelle, c'est ce qu'on appelle des unités chronostratigraphiques. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire nos cartes à échelle très vaste, puisque un paquet qui correspond à un certain temps peut se retrouver n'importe où à la surface de notre planète, évidemment, sous forme de formations différentes en relation avec le paysage à l'endroit où on se trouve. Comment détermine-t-on les unités chronostratigraphiques? Eh bien, pour ce faire, il faut faire de la biostratigraphie. Les unités chronostratigraphiques sont définies par rapport à l'apparition, la disparition ou l'abondance maximale d'un ou de plusieurs fossiles ou microfossiles stratigraphiques. Il y a différentes façons d'utiliser les fossiles pour créer ces unités temporelles. En voici trois. Dans les trois schémas, le temps est en ordonnée. Dans le premier schéma, on a un premier fossile dont l'abondance maximale permet de définir ce qu'on va appeler la biozone A, qui est remplacé au cours du temps par un deuxième fossile dont l'abondance maximale va permettre de définir une biozone B, et le fossile numéro 3, au moment où il devient prépondérant, permet de définir une biozone C. C'est une façon de procéder. La deuxième façon de procéder sur le schéma B, c'est ce qu'on appelle des biozones d'intervalle qui sont basées cette fois-ci non pas sur des abondances maximales, mais sur des apparitions et des disparitions de fossiles. Si on regarde la biozone A, elle correspond en fait à la disparition du fossile 6 et à l'apparition du fossile 3. La biozone B correspond à l'apparition du fossile 3 et à la disparition du fossile 4. Enfin, la biozone C peut correspondre à l'apparition du fossile 5 et à la disparition du fossile 4. La troisième façon de travailler, représentée dans le schéma C, c'est ce qu'on appelle des biozones discontinues, et chaque biozone est caractérisée par un assemblage exclusif de fossiles. Par exemple, dans la biozone A, on ne trouve que le fossile 4 et le fossile 6. Dans la biozone B, uniquement le 3 et le 4, et dans la biozone C, uniquement le 3 et le 5. Alors revoilà notre charte ou échelle chronostratigraphique internationale. On comprend maintenant ce que veut dire chronostratigraphique. Sur cette échelle, ce ne sont pas des formations, ce sont bien des unités temporelles qui sont les mêmes partout dans le monde. Et on va maintenant s'intéresser
aux différentes unités chronostratigraphiques en fonction de leur durée. C'est au cours de la première moitié du XIXe siècle que vont apparaître les subdivisions majeures de l'histoire géologique qu'on va appeler des ères et qui sont basées sur des grands bouleversements paléontologiques qui ont été reconnus assez tôt dans l'histoire géologique. La première ère mise en évidence au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle le Paléozoïque, et elle correspond à l'apparition des premiers fossiles visibles, donc des fossiles avec des coquilles dont l'enregistrement est relativement facile dans les couches géologiques. La deuxième ère, c'est le Mésozoïque, qu'on appelle aussi secondaire. Elle correspond également à un bouleversement important, c'est l'apparition des premiers mammifères, le règne des grands reptiles et l'apparition des ammonites, un céphalopode. Et enfin, la troisième ère définie, le Cénozoïque, qui groupe le tertiaire et le quaternaire, correspond à la disparition des grands reptiles et au règne des mammifères. La limite mésozoïque-cénozoïque est certainement une des limites d'ère les plus connues puisqu'elle correspond à la disparition des dinosaures. Malheureusement, ça ne suffisait pas, on ne peut pas faire une carte géologique avec seulement 3 unités, et au sein des ères, les géologues ont défini des unités plus petites, des unités facilement identifiables, comme le houiller, les couches qui contiennent du charbon, le crétacé, les couches qui contiennent de la craie, etc. Ces dénominations, qui étaient à l'origine lithologiques, charbon, craie, seront à l'origine d'unités chronostratigraphiques qu'on va appeler des systèmes. Et comme exemple, vous avez sur la photo le système crétacé, c'est-à-dire le système qui contient des couches de craie à Romont en Belgique. Enfin, en étudiant de manière de plus en plus détaillée les systèmes, les géologues ont créé des unités plus petites encore, les étages, qui sont nommés d'après le nom de la localité où l'on peut observer la meilleure coupe, en y ajoutant le suffixe -ien. L'exemple, c'est la Meuse à Givet. Le Givétien y est défini d'après le nom de la localité et les coupes de référence sont situées en bordure de Meuse, sous le fort de Charlemont, et constituent le stratotype du Givétien. Donc, comme les formations, les unités chronostratigraphiques comme les étages et les systèmes ont également un stratotype, mais on va parler ici de chronostratotype. Comme exemple, voilà la limite des systèmes siluriens et dévoniens en Croatie, qui est matérialisée là où la flèche l'indique par une grande barre blanche de 10 mètres fixée sur l'affleurement. Récemment, on a ajouté à ces différentes unités, étages, systèmes, séries, ères, ce qu'on appelle les éons, qui sont des unités encore plus vastes. Pour les ères paléozoïques, mésozoïques et cénozoïques, on a un éon qui s'appelle le phanérozoïque. Alors l'étymologie indique que phanérozoïque signifie la vie visible, avec phanéro comme dans phanérogame. Et pour les couches plus anciennes, on a créé le protérozoïque. Là, l'étymologie nous indique qu'il s'agit de vie primitive. Ensuite, l'archéen, mais on verra plus tard que la vie est apparue non pas au protérozoïque, mais bien à l'archéen. Et l'éon le plus ancien de notre planète, c'est l'Adéen, d'après Hadès, le dieu des enfers. Remarquez déjà la proportion relative entre le phanérozoïque et les autres éons. En fait, le phanérozoïque représente une toute petite partie de l'histoire de notre planète.
il y a encore une unité plus vaste que les éons qui ne porte pas de nom, c'est le précambrien, ce sont toutes les couches avant le phanérozoïque qui regroupent donc le protérozoïque, l'archéen et l'adéen. Alors je vais, pour terminer, insister un petit peu sur ce tableau parce que ce sont des notions qui ne sont pas toujours bien comprises. Ce tableau montre l'étroite correspondance entre les unités chronologiques, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé, et chronostratigraphiques, c'est-à-dire les couches qui correspondent à ce temps. Par exemple, au cours du Franien, c'est un âge, c'est le temps qui s'est écoulé pendant le Franien, des couches se sont mises en place et ces couches correspondent à l'étage franien. De même pour le Dévonien supérieur est une époque et les couches qui correspondent au Dévonien supérieur représentent une série. C'est la même chose pour le Dévonien qui est une période temporelle et les couches, les unités chronostratigraphiques s'appellent le système dévonien. Et on a la même relation pour les ères qui correspondent au niveau couche géologique à des ératèmes et pour les éons qui correspondent à des éonotèmes.